Salut, papier, crayon, réflexion. Alors oui, effectivement, on a déjà rédigé en détail la partie A, on a démontré que chacun des polynômes de cette famille qui approxime l'exponentielle possède une unique racine et que cette racine se trouve dans un intervalle 1, 2n plus 1, avec une tendance pour elle à tendre vers l'infini à mesure que l'intervalle grandit. Alors, le but maintenant va être de déterminer un équivalent de cette racine pour pouvoir préciser l'endroit où elle se retrouve et pouvoir la calculer avec plus de décimales, connaître bien la zone dans laquelle il ne faut pas aller. Simplement, ce calcul d'équivalent n'est quand même pas simple à faire et pour organiser la réflexion, on a mis dans une partie B un certain nombre de calculs qui serviront dans, dans le calcul de l'équivalent. Et on commence par la question 9. On note f, la fonction définie sur 0,1 par, pour tout t appartenant à 0,1, f de t égale moins ln de t. Alors effectivement, puisque ln n'est pas défini en 0, il est bien naturel de supprimer le point 0 de l'intervalle de définition. Question A. Montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t converge et préciser sa valeur. Eh bien oui, puisque f n'est pas défini en 0, on est en présence d'une intégrale généralisée. Et il nous faut donc faire une étude pour savoir si cette intégrale converge et au passage éventuellement trouver sa valeur. Alors le cours nous dit que pour trouver la convergence d'une telle intégrale généralisée, il nous faut remplacer le point qui pose problème par une étude de limite en ce point. Donc pour nous, la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à 1 de f de t. Et pour calculer cette limite, l'intérêt c'est de pouvoir calculer cette intégrale qui cette fois-ci est sur un segment. Donc pour ça, l'idéal est de connaître une primitive de f de t. Mais on connaît une primitive de ln de x ou de ln de t. La primitive de ln de x, qu'on trouve par exemple dans le livre rouge, est x ln de x moins x. Si on n'en est pas sûr, il suffit de la dériver pour retrouver la fonction de départ. Servons-nous de cette primitive et on a donc l'intégrale entre epsilon et 1 de moins ln de t dt égale l'entrecrochet de moins la primitive de ln, c'est-à-dire moins t ln de t plus t, entre epsilon et 1. On calcule en 1, ça nous donne moins 1 ln de 1 plus 1, mais ln de 1 vaut 0, donc il nous reste juste 1, moins la valeur en epsilon, moins epsilon ln de epsilon plus epsilon, et quand epsilon tend vers 0, eh bien, epsilon, lui, bah, on vient de le dire, il tend vers 0. Quant à epsilon ln de epsilon, il tend aussi vers 0 par théorème des croissances comparées. Donc, cette limite, globalement, tend vers 1. On a donc une limite finie, l'intégrale converge, et sa valeur est 1. Question 9b. Alors, dans cette question, on nous demande de comparer la valeur d'une intégrale, l'intégrale de f, sur un certain intervalle, k sur n, k plus 1 sur n, aux valeurs de la fonction aux bornes de l'intervalle. Donc, on voit à gauche f de k plus 1 sur n et à droite f de k sur n. C'est une question assez classique pour laquelle on va utiliser la monotonie de f. Notamment, comme la fonction ln est croissante, eh bien, moins ln est décroissante par composition. Donc, sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, eh bien, la fonction est comprise entre f de k plus 1 sur n, elle est plus grande que la valeur au bout de l'intervalle, et plus petite que la valeur au début de l'intervalle, que f de k sur n. Donc, une fois qu'on a écrit cette inégalité, on passe à l'intégrale, sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Comme à gauche et à droite, on intègre des constantes, eh bien le résultat de l'intégrale, c'est simplement la constante fois la largeur de l'intervalle. Et on se retrouve donc avec l'inégalité demandée. Pour le en déduire, on voit qu'on a quelque chose qui ressemble à l'inégalité précédente, simplement les intégrales sont maintenant sur les côtés et la fonction se retrouve toute seule, se retrouve au milieu, avec en plus un symbole somme. Alors la première chose à faire, c'est de rétablir l'égalité dans le bon sens. On avait déjà, avec l'inégalité précédente, la partie droite. On avait déjà que l'intégrale de k sur n à k plus 1 sur n de f de t était plus petite que 1 sur n, f de k sur n. Pour trouver le côté droit de notre inégalité présente, ce qu'il faut, c'est prendre le côté gauche de l'inégalité précédente et l'appliquer en n-1. Et ça nous donne exactement ce qu'on veut.
enfin exactement ce qu'on veut. Maintenant, il nous faut réaliser la somme. Cette somme, on va la faire en 2 temps. Tout d'abord, gauche, sur l'inégalité de gauche, puis sur l'inégalité de droite. Pourquoi? Pour pouvoir bien gérer les bornes des intégrales. Donc, la somme à gauche, on va la faire pour k égale 1 à n-1. On va, en fait, ajouter n-1 inégalité et voir ce que ça donne. Alors, si on fait ça, par la relation de Chasles sur l'intégrale, on passe maintenant, vu qu'au départ k égale 1, on passe de 1 sur n, 1 sur n, 2 sur n, plus 2 sur n, 3 sur n, etc., jusqu'à, eh bien, on a dit qu'on allait jusqu'à n-1, donc n-1 plus 1 fait n, n sur n, ça fait 1. Donc si on ajoute toutes ces intégrales par relation de Chasles, on se retrouve avec l'intégrale de 1 sur n à 1 de f de t, ce qui est déjà bien ce qu'on voulait. Et puis au centre, on a la somme de k égale 1 à n-1 des f de k sur n, fois 1 sur n. Or, ceci, eh bien, c'est égal à la somme de k égale 1 à n de f de k sur n. Pourquoi? Parce que f de n sur n, c'est f de 1. Et comme on a ln de 1 dans la fonction, ça fait 0. Donc on peut le rajouter arbitrairement, et comme ça, on a construit l'inégalité de gauche. Pour l'inégalité de droite, on va prendre cette fois-ci la somme de k égale 2 à n. Au centre, on a donc la somme de k égale 2 à n de f de k sur n. Et à droite, eh bien, une nouvelle fois, l'intégrale de 1 sur n à 1. Pourquoi? Parce que pour k égale 2, en bas de la première intégrale, on se retrouve avec 2 moins 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n. Et puis pour la dernière, on a la borne supérieure de la dernière intégrale qui vaut n sur n, donc 1. Et quand on ajoute, grâce à la relation de Chasles, on va bien de 1 sur n à 1. Cependant, au centre, on n'a plus exactement la somme qui va de 1 à n. Mais la somme qui va de 2 à n, c'est la somme qui va de 1 à n moins le premier terme, donc moins f de 1 sur n. Quand on rentre ça dans l'inégalité, eh bien, on se retrouve avec le terme de f de 1 sur n qu'on peut passer à droite dans l'intégrale, et donc on a la somme de k égale 1 sur n des f de k sur n, qui est plus petit que l'intégrale de 1 sur n à 1 de f de t plus 1 sur n, f de 1 sur n, qui nous manquait pour répondre exactement à la question posée. On assemble ensuite les deux morceaux qu'on vient de trouver, et on a obtenu l'inégalité demandée. Alors question C, en déduire la limite de 1 sur n, somme de k égale 1 à n, des ln de k sur n, quand n tend vers plus l'infini. Alors on reconnaît en fait quasiment la somme qu'on vient d'écrire est d'encadrer à la question précédente. Si ce n'est qu'on avait f de k sur n et qu'ici on a ln de k sur n. Donc comme f de t égale moins ln de t, on a juste un moins à gérer dans l'encadrement. Alors on va multiplier tout ce qu'on a trouvé à la question B par moins 1, ce qui fait que ça intervertit les membres de droite et de gauche, et ça les affuble d'un moins. À présent, il nous reste à calculer la limite. Pour ce qui est des intégrales, on avait 1 sur n pour la borne inférieure, donc la limite de 1 sur n quand n tend vers l'infini, c'est 0, et on se retrouve avec ces intégrales à droite et à gauche, intégrale de 0 à 1 de f de t. On va laisser limite de ln de n sur n, mais on sait déjà que c'est quelque chose qui tend vers 0 par croissance comparée. Et puis, au milieu, on a la limite recherchée. Comme l'intégrale, on l'a déjà calculée, elle vaut 1, eh bien, il nous reste à gauche moins 1, à droite moins 1. Par théorème d'encadrement, théorème des gendarmes, on voit que cette limite tend vers moins 1. Question D. Montrer finalement que la limite d'un truc assez compliqué, n factoriel puissance 1 sur n égale exponentielle moins 1. Alors comment faire pour répondre à cet objet-là qui nous apparaît? Eh bien déjà, heu, on est dans une question où, les sous-parties s'enchaînent A, B, C, D. Donc on va utiliser les résultats probablement des questions précédentes. Et on est bien avisé de le faire puisque dans la question C, on a une somme des ln de k, hein, si on regarde juste le numérateur. Et on sait d'après les propriétés algébriques du logarithme que la somme des logarithmes, c'est égal au logarithme du produit. Donc, le logarithme du produit sur k égale 1 à n de k, eh bien ça va être le logarithme de n factoriel.
C'est ce qui va nous guider. Alors on le voit apparaître dans les calculs rédigés, en faisant rentrer le produit, et on voit que si au numérateur on obtient n factoriel, au dénominateur, on a n qui est multiplié n fois par lui-même, donc n puissance n. On rentre le 1 sur n dans le ln en faisant a ln de b égale ln de b puissance a. Donc, on se retrouve avec ln de n factoriel sur n puissance 1 sur n. On se rapproche déjà très fort. Et puis maintenant, cette puissance, on va la séparer entre le numérateur et le dénominateur. Au numérateur, on a n factoriel puissance 1 sur n, c'est bien ce qu'on cherche. Et au dénominateur, on a n puissance 1 sur n. Donc les puissances se multiplient. Et comme n fois 1 sur n fait 1, on a bien n au dénominateur. On va maintenant utiliser la continuité de la fonction exponentielle. Puisqu'elle est continue, on a exponentielle de limite qui est égale à la limite de l'exponentielle. On peut faire passer la limite dans la fonction et inversement. Donc si on applique l'exponentielle à la limite de la fonction qu'on vient de prouver, en ln de n factoriel puissance 1 sur n, ça nous donne limite de exponentielle de ln. Exponentielle et ln se simplifient, il nous reste limite de n factoriel puissance 1 sur n. C'est donc ce qu'on cherche. Or, ln de n factoriel puissance 1 sur n, on a dit que c'était la traduction de 1 sur n, somme des k égale 1 à n, des ln de k sur n. Et on avait trouvé pour limite moins 1 à la question précédente. Donc, puisqu'on a pris l'exponentielle de cette limite, l'exponentielle de moins 1, c'est bien le résultat qu'on cherche. Et on arrive à la question 10 qui traite un sujet différent, c'est une étude de fonction. Donc le résultat de la question 9 et le résultat de la question 10 seront deux choses différentes qu'on pourra utiliser dans la partie C. On note G, la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini, par, pour tout t, G de t égale t plus ln de t plus 1. Montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à 0 ouvert plus l'infini, tel que G de alpha égale à 0, et justifier que ce alpha se trouve entre exponentielle moins 2 et exponentielle moins 1. Une étude de fonction classique où on voit bien qu'on va devoir utiliser le théorème de la bijection. Alors, pour faire ça, pour pouvoir utiliser le théorème de la bijection, on a besoin des différentes hypothèses, notamment la stricte monotonie de la fonction. Donc, la première chose qu'on fait, c'est dériver cette fonction, g' de t qui vaut 1 plus 1 sur t. Et puis là-dedans, puisqu'on est sur R plus étoile, tout est positif. Donc, la fonction est même strictement positive à cause du 1. Donc, la fonction est strictement croissante. Premier ingrédient à utiliser dans le théorème de la bijection. Maintenant, quel est l'espace image? La limite de g de t quand t tend vers 0 plus, elle est guidée par ln de t, puisque t tend vers 0, 1 il reste à 1, et ln de t tend vers moins l'infini. Donc la somme des trois, ça donne moins l'infini. En 0 plus, on tend vers moins l'infini. Et en plus l'infini. En plus l'infini, t tend vers plus l'infini, ln de t tend vers plus l'infini, et puis plus 1. Donc on a plus l'infini, c'est pas une forme déterminée, ça fait plus l'infini, la limite en plus l'infini de g de t égale plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, puisque 0 appartient à cet intervalle moins l'infini plus l'infini, il existe un unique antécédent qu'on décide d'appeler alpha, avec lequel g de alpha égale à 0. Maintenant, pour réaliser l'encadrement, on va calculer g de exponentielle moins 2, ce qui nous donne exponentielle moins 2 plus 1 moins 2. Alors exponentielle moins 2, c'est nécessairement strictement inférieur à 1, puisque c'est l'exponentielle d'une valeur négative. Et puis 1 moins 2, ça fait moins 1, donc quelque chose de strictement inférieur à 1 moins 1, c'est strictement inférieur à 0. G de exponentielle moins 2 est strictement inférieur à 0. Donc on voit qu'on est avant alpha. On fait le même calcul pour exponentielle moins 1. G de exponentielle moins 1, ça nous fait exponentielle moins 1, plus 1, parce que le ln de nouveau et l'exponentielle se simplifient, moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0, il nous reste exponentielle moins 1. Or, exponentielle, on sait que c'est toujours strictement positif. Ça, c'est sur R tout entier, même si on est ici en moins 1, peu importe. Donc, G de exponentielle moins 1 est strictement positif, ce qui signifie qu'on est après alpha, hein, puisqu'on a g qui est croissante. Donc on a bien l'encadrement alpha est compris entre exponentielle moins 2 et exponentielle moins 1.
Voilà, maintenant que nous avons répondu à ces deux questions, la question 9 et la question 10, nous sommes outillés pour aller chercher l'équivalent dans la partie C.